Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Apple, Google, Radio Grand Lac. Bonsoir Guillaume, bonsoir Vincent. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tous les deux et on souhaite une bonne fête à Kevin. Voilà. C'est la Saint-Kevin, c'est ça? C'est ça, ça va être ma fête. Ça va être ta fête. Je savais même pas que ça existait, moi, la Saint-Kevin. Oh, si, c'est un nouveau truc. Ouais, c'est une adaptation par rapport à un prénom autre, parce que Kevin c'est plutôt américain quand même. Et pas du tout. Bon Saint-Kevin est irlandais. Ah, et il y a son église en Irlande. Et Kevin veut dire le bien-né. Voilà. Ma foi, nous allons c'est le le bienheureux. considérer autrement alors maintenant. Ouais, Aloïs, ça veut dire le bienheureux. Bref, D'accord. Voilà. Ça me rappelle mon ancienne chronique, tu te rappelles, dans notre précédente émission où je faisais les journées mondiales. Je prenais la date du jour et je racontais ce qui s'était passé. Bref. On avait eu quand même un fou rire sur la journée mondiale de la couture et qui était la même journée mondiale que la poupée. Là, on était mais c'était un des grands moments de l'émission 120 minutes actu. Voilà. Et puis du coup, côté émission ce soir, nous allons comme d'habitude commencer par les sorties de la semaine. Une semaine un petit peu plus fournie, mais c'est encore un peu calme, je trouve, en termes de quantité. Et la qualité est là, mais en termes de quantité, voilà. Mais on a du blockbuster, on a du film d'auteur. Ensuite, nous allons donner nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Et j'ai un peu triché, parce que j'ai vu un film qui était sorti il y a 15 jours, donc je vais pouvoir vous parler du dernier Wes Anderson, The Phoenician Scheme, et je vais vous parler du dernier film des frères Dardenne, Jeune mère. Deux bons films, donc je suis content de vous en parler. Ensuite, on abordera t'entendre en parler. Ça fait plaisir. On abordera ensuite les conseils télé, et puis ce soir, le focus est consacré à un acteur que l'on apprécie, très emblématique. Keanu Reeves. Oui. Keanu Reeves ou Keanu Reeves? C'est Keanu, ouais. Keanu. Enfin, ça veut dire brise fraîche sur la montagne, il paraît. Ça fait très marque de produit pour toilette. Ça Keanu, c'est... Mais c'est vrai en plus. Peut-être qu'il pourrait mettre sur un pchit de toilette. On m'a dit, on m'a laissé dire qu'en cinéphilie, Kevin et Guillaume, ça voulait dire voix d'or sur la 16/9e. Oh là là. J'arrête de vous passer de la pommade. Allez-y les gars. On va commencer par les sorties de la semaine, mon cher Guillaume. Eh bien, après moult reports, sort enfin le spin-off de la... de la saga John Wick, puisque sort Ballerina, donc aux Toiles du Lac et au pâté de Lane Wiseman, avec Ana de Armas, Keanu Reeves et Ian McShane, se déroulant pendant John Wick Parabellum, donc le 3e. Ballerina suit la vengeance implacable d'Eve Maccaro, la nouvelle tueuse de l'organisation Ruska Roma. On écoute un extrait. Je recherche le clan avec ce symbole. C'est notre curiosité qui nous a bannis du jardin d'Éden. Êtes-vous prête à être bannie une nouvelle fois, Ève? T'as vu la métaphore? Perso, moi, j'irais pas. Parce que le film a été démonté, remonté. Ça fait 2 ans qu'il est fini de tourner au moins. Ah ben oui, parce que Lance Reddick est dans le film et hélas, Lance Reddick nous a quittés en début 2024. Donc franchement, en plus, j'imagine mal les gens qui ont jamais vu un John Wick aller voir celui-là. Je suppose que c'est quand même plus en plus, il se passe aficionados de John Wick. Je pense quand même que c'est une porte d'entrée vu que c'est un nouveau personnage. Ça peut mais je pense qu'à la base, Keanu Reeves n'était peut-être pas censé y être et qu'avec les reshoots, ils l'ont intégré comme ça faisait vendre. Je pense qu'il devait être très peu présent et qu'ils ont augmenté sa présence, mais je vous le dirai parce que moi, en grand fan de la saga, je vais foncer. Écoute, franchement, si j'ai l'occasion, peut-être, mais... je vais pas me forcer, quoi. Bon, je te dirai si c'est bien. D'accord. On change totalement de registre et de genre. Freud, la dernière confession, qui sort aux Toiles du Lac et à l'Astrée, de Matt Brown avec Anthony Hopkins, Matthew Good et Lisa Fries. Donc c'est l'histoire de Sigmund Freud, évidemment, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est réfugié à Londres en compagnie de sa fille Anna. Et sous l'effet de l'âge et de la maladie, la star mondiale de la psychanalyse s'est changée en un vieillard aigri et capricieux. Mais la curiosité du professeur est piquée au vif lorsqu'un certain Carol, alors S, je sais plus ce que ça veut dire, c'est Lewis, que vous connaissez peut-être, romancier et chrétien revendiqué, le mentionne dans l'une de ses publications
explication, leur rencontre autour de la question de Dieu va tourner au duel. On écoute un extrait. Passionnément toutes mes idées. Vous avez clamé toute votre vie que le concept de Dieu était ridicule. C'est vrai. Un conflit entre Dieu et Satan. Ah, mais je n'ai pas dit du côté de qui j'étais. J'ai pour principe de trouver que ce que les gens me cachent est plus intéressant que ce qu'ils veulent bien me dire. Tu as fait fuir ton invité, ça y est? Non, c'est en cours, mais pas encore. J'ai une drôle de VF pour mais j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait l'air assez attrayant. En vrai, le sujet me donne envie. Ouais, alors, moi aussi. Ouais. Ce qui est amusant, c'est que C.S. Lewis, c'est celui d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, c'est le créateur et l'auteur de Alice au Pays des Merveilles. Pardon, si. Ah non, c'est Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Lewis Carroll? Mais oui. Non, C.S. Lewis, c'est l'écrivain du monde de Narnia. Mais c'est le même qui fait Alice au Pays des Merveilles. Non. Alors là, regarde. Et on va être départagé par Guillaume. Oui, parce qu'en fait, ce qui est très amusant, c'est que Lewis Carroll, c'est celui qui a écrit Alice au Pays des Merveilles et le monde de Narnia également. Il a écrit beaucoup d'ouvrages de ce registre-là. Tu me diras, Guillaume. Je cherche. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que Anthony Hopkins a joué C.S. Lewis. D'accord, ouais. Au début des années 2000 dans un film qui s'appelait quelque chose du cœur ou un nom comme ça, et qui en fait c'est un auteur, comme on peut le voir dans le monde de Narnia, très catho, parce que bon, le monde de Narnia est une métaphore de la Bible, hein. Aslan c'est Jésus et puis tout ça quoi. Et je trouve ça intéressant de voir. En fait, je savais même pas qu'il s'était rencontré avec Freud, parce que Freud est un athéiste ultra convaincu. Bien sûr, et je pense que la conversation peut être intéressante. Ça, on va tomber dans un registre de, comment on appelle ça, au niveau de la discussion de religion. Aidez-moi, j'ai un trou là. La théologie. Voilà, théologie, merci. Alors il y a un point commun. Et c'est pas le même? Non. C'est que Lewis Carroll est mort la même année que la naissance de C.S. Lewis. Ah, c'est pas le même alors? Ah purée, mais alors j'étais persuadé. C'est pas grave. Non, bravo. Non, mais... merci de m'avoir. Non, parce que justement, je me t'ai renseigné sur C.S. Lewis récemment parce que il y en a un qui est mort la même année, un autre c'est Lewis a pris sa place. Ouais, c'est bizarre. Hein. Pour moi, Lewis Carroll est beaucoup moins catho. Lewis Carroll, oui. c'est quelqu'un qui était aussi très porté sur le spirituel et le mais peut-être moins mathématique, sur le côté mathématique des choses, je crois. Alors que moi, j'étais persuadé que le monde de Narnia, c'était l'auteur de Alice au Pays des Merveilles. Désolé. Il n'y a pas de souci. L'autre... Keanu Reeves, il n'est pas de la famille avec Christopher Reeves. Je préfère te le dire. Je te le dis d'avance, je préfère. Il n'a pas joué avec Superman, c'est pas le frère de Superman. T'as envie de dire, il y a presque un lien de parenté. Hein. Oui, c'est vrai. C'est possible. Et l'autre sortie, c'est Le Répondeur, une comédie française qui sortira au Victoria et au Pâté, réalisé par Fabienne Godet avec Denis Podalides, Salif Cissé et Horatica. Histoire de Baptiste, imitateur de talent qui ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par Pierre Chosen, romancier célèbre mais discret, constamment dérangé par les appels incessants de son éditeur, mais aussi sa fille et son ex-femme. Pierre, qui a besoin de calme pour écrire son texte le plus ambitieux, propose alors à Baptiste de devenir son répondeur en se faisant passer pour lui au téléphone. Peu à peu, celui-ci ne se contente pas d'imiter l'écrivain, il développe son personnage. On écoute un extrait. La paix. Je veux disparaître. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui se fasse passer pour moi, qui me remplace. Un imitateur. Il est dingue quand même, ce mec, non? Ce que vous proposez est complètement pervers. Tu te vois, toi, faire un truc pareil? Votre réputation. Ma réputation. Personne peut tromper ses proches. Ce sera tellement énorme que personne ne se posera la question. Ouais, papa. Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu tout à l'heure, ma chérie, mais je travaillais. C'est pas grave. Bonsoir, Nathalie. Voilà. C'est original. Moi, la bande-annonce me fait beaucoup rire. Ouais. Pour le coup, on n'a jamais vu ça. Moi, j'aime. Voilà, c'est très original. Ouais. Denis Podalides, je l'aime bien comme acteur aussi. Il a un côté comme ça, un peu décalé, un peu nonchalant. Ouais, ça me donne envie. Qui se prête bien à la comédie. Oui. Le prochain film, il me donne envie aussi. Oui, celui-là, oui. J'imaginais, je présume que c'est de la famille au grand. Pas du tout. Non. Non. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on croit beaucoup, mais Kiyoshi Kurosawa n'est pas du tout le fils ou petit-fils d'Akira Kurosawa. Il a un nom prestigieux. Voilà.
Ça n'empêche pas. Donc, Cloud, qui sera disponible que à l'Astrée de Kiyoshi Kurosawa avec Masaki Suda, Kotone Furukawa et Daikin Okudaira. Ryusuke plaque tout pour vivre de la revente en ligne, mais bientôt certains clients menaçants resserrent l'étau autour de lui sans qu'ils en comprennent les raisons. Son rêve d'indépendance vole en éclats. Dans un Japon hyper connecté, fuir est impossible, surtout quand on ignore les règles du jeu. Pas d'extrait, parce que je présume que c'est en japonais. C'est un bon polar et je vous conseille. Il y a des bons retours, j'ai entendu. Ouais. Je vous conseille les films de Kiyoshi Kurosawa, surtout Cure, qui est un film qui fout vraiment très 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 mal à l'aise. Thriller policier, mais matinée de fantastique. Et c'est on se sent pas très bien. C'est le genre de film que tu regardes la lumière allumée. Ils ont un cinéma qui est assez violent, je trouve, le cinéma asiatique, on va dire, dans son ensemble. En fait, je pense qu'on peut pas dire asiatique. En fait, maintenant que je commence à m'y intéresser, on peut plus dire un cinéma asiatique parce qu'en fait, les tribus japonais, coréens, hongkongais, c'est tellement différent. Et pour moi, ça reste quand même des asiatiques. Non, par contre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme une caricature, parce que je veux dire, voilà, cinéma japonais et Kiyoshi Kurosawa en particulier, c'est plus quelqu'un de malsain, mais pas de violent. C'est juste vraiment, il va vraiment te mettre mal à l'aise. D'accord. Un peu comme les Coréens peuvent faire par moment. Un peu comme les Coréens peuvent faire. Les Coréens, c'est les spécialistes un peu. J'ai le sentiment que le cinéma japonais, c'était pas mal. Oui, mais c'est les années 70. Voilà, et en plus, c'était il y a très longtemps déjà. Mais au final, même s'il y a cette fameuse séquence, elle est pas si gore que ça. Ah non, mais c'est ça qui est surprenant. C'est le côté un peu extrême des sentiments exprimés ou des émotions exprimées par ces peuples qui ne sont pas tout à fait la même sensibilité que occidentale ou même française, on va dire. Jamais trop regardé. C'est assez étonnant. Moi, j'aime bien découvrir ça parce que Nagisa Oshima, Furio, voilà, chef-d'œuvre. Autre sortie. Alors, autre sortie, puis en plus, ça tombe bien, parce que je pourrais vous en parler un peu. Les dernières grandes transhumances, qui est disponible au Victoria seulement, de René Manant et Charlie Bay, avec Hugo Frey. Ce film documentaire, donc, nous permet de suivre un troupeau de 2000 moutons, parcourant à pied 200 km durant 10 jours, depuis la Provence jusqu'aux Alpes, dans des décors sublimes, avec la voix de Hugo Frey. Voilà. On l'a pas déjà eu il y a 2 semaines, ça? Non. Et en fait, on en avait parlé, je sais pas si vous vous rappelez, parce que tu savais pas ce que c'était une transhumance. Exact, oui. Et moi, j'avais participé à une transhumance de 4 jours quand même, du plateau du Larzac, juste dans le Vigan. Et il y avait pas 2000 moutons, mais il y en avait quand même bien 600 têtes à peu près. Et donc, c'était une expérience assez incroyable quand même. 600 têtes, tu peux pas en faire grand chose du coup. Voilà. Allez, là il est pour moi la batterie. Voilà. Mais t'as pas encore repris le son là, c'est dommage. Non, il faudrait. Mais alors, une petite particularité pour ce documentaire, c'est qu'en fait, c'est un documentaire de 2005 qui est remasterisé avec des ajouts, du coup, des chansons du Gaufret, tout ça, chose qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Mais du coup, c'est vraiment un documentaire de 2005 qui vient là pour témoigner de la pour dormir, c'est pas mal, il paraît. Tu comptes les moutons. De la transhumance qui en fait n'existerait quasiment plus en fait. D'accord. Et qui va aller voir ça? Les amoureux de la transhumance. Mais non, simplement d'un patrimoine naturel. Ils sont nombreux. Non, mais alors, ceci étant, effectivement, ça peut paraître comme ça. Même si c'est le même truc d'il y a 20 ans, c'est le même documentaire un peu amélioré qui va aller le voir. Oui, mais qui est allé le voir? Mais justement, parce que ça n'existe plus. Ça fait état quand même d'un monde qui est en train de disparaître et quand même qui est intéressant. Non, mais franchement. Là, c'était bien celle-là. J'ai très bien le vendre, oui. Personne n'allait le voir il y a 20 ans. Non, mais ça peut être intéressant. Et je crois que c'est une séance unique demain soir au Victoria, donc. Mais c'est passionnant parce que c'est une culture à part entière. C'est tout. Non, mais vous êtes con, c'est pas possible. C'est une culture à part entière. Moi, je défends cette particularité-là parce que d'abord c'est un monde qui commence à disparaître et ça va manquer parce que à force d'être dans le virtuel et tout ça, là au moins c'est des vraies histoires c'est des choses pastorales. C'est très très intéressant. Alors pensez à réserver vos places. Et du monde. Peut-être que Jean Lassalle passera. Peut-être faire une petite tête. Le sujet est dans le titre, les dernières grandes transhumances. Oui, je pense qu'ils ont changé le titre parce que pour vraiment souligner le côté vraiment. Là, c'est vraiment dans le témoignage. Non, mais c'est passionnant, sincèrement. Écoute, voilà. Et la dernière sortie, c'est Horizonte. Qui sera disponible seulement Victoria, de Cesare Acevedo avec Claudio Catano, Paulina Garcia et
Edgar Duran Galindo, l'histoire de Basilio et sa mère qui sont séparés pendant des années en raison d'un conflit armé, et ils se retrouvent enfin et se mettent en quête du père disparu. Mais tous deux sont désormais morts. Cherchant à expier ses crimes passés commis à l'époque où il était un criminel de guerre, Basilio va tenter d'obtenir le difficile pardon de ses victimes, mais aussi celui de sa propre mère. J'ai rien compris. J'ai pas compris qui c'était qui était mort. En même temps que tu rapportais le synopsis, j'ai essayé de comprendre effectivement. Mais c'est qui est mort? J'ai un petit doute là, c'est assez ambigu. En fait, moi c'est assez ambigu. Le fils et la mère. Parce qu'il peut pas se faire pardonner par sa mère si elle est morte en plus. Je comprends pas. En fait, ce qui m'embêtait le plus, moi, c'est que tu prenais l'accent italien pour des gens qui sont colombiens. Voilà, c'est ça. Ça m'a perturbé depuis le début. Je me suis dit, mais ils sont quelle nationalité? Excellent. Bon, allez, on va passer là parce que. Bon, et du côté de nos amis cinéphilex, Au pays de nos frères, aussi Disney Victoria, de Raha Amir Fazli et Alireza Ghazimi, avec Hamideh Jafari, Bashir Nighzad et Mohammad Hosseini. L'histoire se passe en Iran dans les années 2000. Dans l'ombre de l'invasion américaine, une famille élargie de réfugiés afghans tente de reconstruire sa vie dans le pays des frères. Une odyssée sur 3 décennies où Mohammad, un jeune étudiant prometteur, Leila, une femme isolée, et Kazem, qui porte le poids du sacrifice pour sa famille, luttent pour survivre à ce nouveau quotidien incertain. Voilà, un film qui est donc proposé par Cinéphilex pendant toute cette semaine et qui est un film récent. Voilà. Vous m'avez beaucoup fait rire là. J'ai du mal ce soir. Tant mieux. Écoutez, on va faire une première pause musicale et vu que Ballerina sort demain, on va s'écouter la chanson de Ballerina. And That Feeds, tirée donc de Ballerina et interprétée par Elsie et Emily. Emily, la chanteuse de Evanescence. Mesdames et messieurs, les années 2000 sont de retour. On s'écoute ça tout de suite. C'est un bon son et on revient tout de suite après pour parler des sorties de la semaine dernière. Radio Grand Lac, écoutez-nous, on est là pour vous. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours de la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Je suis toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Et nous sommes toujours là. Avec Kevin. Toujours debout. Ça me fait penser par rapport au générique de la 16/9e, ça fait très péplum. En fait. C'est un peu péplum, non? C'est pas. Ça fait un peu, C'est plus histoire de l'espace, là, ouais. Ah bon, carrément, toi. Bon, bah, en fait. Ou un Retour à le futur. On peut tous y retrouver son compte, en définitive. Marty. Retourner vers le futur. Tout à fait. Et après avoir du coup évoqué les sorties de la semaine, il est temps de parler des sorties de la semaine dernière. Mais avant cela, quels sont les films que nous avions déjà conseillés au préalable et qui sont toujours présents en salle? Eh bien, Thunderbolts, The New Avenger, qui est toujours là. Je pense à la dernière semaine. Ah oui. Il serait peut-être temps. Mission Impossible, The Final Reckoning, qui fait son petit bonhomme de chemin. Qui cartonne. Il cartonne, c'est bon. Le problème, c'est qu'il a coûté trop cher. Donc, est-ce qu'il sera rentable? Ça, on sait pas. Mais en tout cas, il cartonne. Bon, très bien. Et le film pas d'animation, justement, live action, pardon. Lilo et Stitch. Qui ultra cartonne. Et ultra cartonne, voilà. Il y a une rubrique pourquoi pas, mais avis réservé, donc destination finale, Bloodline, faut être un peu client du genre et aimer et de la saga surtout. Films précédents et de la saga. Et le film Partir un jour avec Juliette Armanet, voilà, c'est et Bastien Bouillon. Entre autres, oui, parce que. Voilà, que je vous conseille si vraiment vous n'êtes pas hermétique au genre de la comédie musicale. On déconseille toujours Minecraft, mais ce qui me choque, c'est qu'il est encore à l'affiche. Ah, toujours, il y a toujours une petite séance un après-midi, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui y vont. Mais c'est toute une génération qui est impactée par ça, et bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faudrait les exorciser, mais ça va être compliqué. Ah, ça. mais non. Ah, si, je pense déjà à mes propres enfants, alors je vais te dire. Ah bah, qui l'ont vu, c'est ça. T'as moyen de les exorciser en leur montrant autre chose à la télé. Ah oui, mais le problème, c'est que bon, ils y sont quand même allés, hein. Hélas. Moi aussi. C'est plein le reproche que je te fais. Non, mais lui, c'est par professionnalisme. Non, pire que ça, par altruisme, pour dire aux autres de ne pas y aller. D'accord. Sinon, j'ai vu 2 bons films cette semaine. J'ai vu le nouveau Wes Anderson, The Phoenician Scheme, avec Benicio del Toro, Mia Tripleton. Et Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Michael Cera, Scarlett Johansson. Et alors, Mia Tripleton, par contre, ce nom ne vous dit rien. C'est la fille de Kate Winslet. D'accord. Qui commence
très très bien, puisque tient l'affiche avec Benicio del Toro pour ce nouveau film de Wes Anderson, qui est assez amusant puisqu'on suit un multimilliardaire qui se fait pourchasser par de multiples assassins et du coup, avant qu'il ne meure, il va donner les rênes de sa société à sa seule fille qui est nonne. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de très décalé comme d'habitude avec Wes Anderson. Le film a toujours ce cadre très très symétrique où c'est très soigné. Il y a pas une chaise qui est décalée par rapport à l'autre, mais le chaos vient vraiment des personnages. Tous les personnages sont tous bordéliques, sont tous fous. Même la nonne. Même la nonne. Enfin, c'est peut-être la plus lucide, tu me diras. D'accord. Mais c'est sœur lucide. Mais il va y avoir toujours une séquence d'humour noir où, par exemple, une qui est très très drôle, c'est que il prend l'ascenseur avec sa fille et Michael Cera. Et celui qui appuie sur les boutons de l'ascenseur s'avère être un assassin. Du coup, il y en a un qui le tue. Il y en a un qui veut le tuer. L'assassin se mord dans sa dent remplie de cyanure. Et du coup, la nonne est là et qui fait l'extrême onction parce qu'il est mort, il est décédé. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose de très 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 comique en permanence et de très satirique aussi de ce monde-là multimilliardaire, tout ça. Enfin voilà, qui a plein de baraques, 50 000 avions, il en est à 115 000 crashs. Enfin voilà, c'est très amusant. C'est plus enlevé que le dernier en date, Asteroid City, que j'avais beaucoup apprécié, mais que je peux comprendre que niveau rythme, ça a pu laisser des gens sur le carreau. Mais personnellement, c'était ma cam. Oui. Voilà. Ce qui est pénible est un peu ta cam, je crois. C'est pour ça que je m'entends bien. C'est pour ça que je m'entends bien avec toi, c'est ça? Parce que j'apporte du baume à ta vie, du rythme. Et The Fascination Scheme, c'est vraiment un film en fait très linéaire, puisqu'il doit aller voir 5 personnes en particulier pour valider un contrat. Il va voir ces 5 personnes en particulier, mais il y a tout le temps une péripétie, quelque chose d'un peu fantasque qui va se passer. Benedict Cumberbatch est dingue en antagoniste. Vraiment, il est extraordinaire. Il n'a encore pas bougé, avoir un regard fixe. Ah oui. Et faire « Que puis-je pour vous ?» Voilà, comme ça. Ah non, c'est ça, non. Vraiment, c'est très très drôle, mais c'est encore un peu plus décalé que d'habitude. Vraiment, si vous êtes fan du genre. J'ai appris qu'il y avait une baston à la fin. Oui, non, mais c'est baston filmé caméra épaule. Mais oui, c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment. Il a un peu changé sa mise en scène. Ok. Bon. Et franchement, ça fait plaisir. Et même, j'ai envie de dire, le film annonce sa couleur dès les 2 premières secondes. Vous voyez Benicio del Toro dans l'avion et le mec qui est derrière lui se fait exploser littéralement avec une partie de l'avion. Donc, c'est assez graphique. Elle joue comment, la fille de Kate Winslet? Très très bien. Ok. Ça doit être c'est son premier film? C'est pas son premier film, mais c'est son premier grand rôle. Ouais, j'ai vu qu'elle avait déjà été récompensée à la télé. J'ai vu qu'elle avait dû jouer. Je pense qu'elle elle s'est déjà joué plusieurs rôles. Sûrement. Elle jouait dans Les Liaisons Dangereuses. Ah, de Stephen Frears. Non. Non, sinon c'est un peu vieille. Non, je pense qu'elle n'était pas née. Non, elle n'était pas née là. Dans une série télé, Les Liaisons Dangereuses. Okay. Oui, il le refait plein de fois, Les Liaisons Dangereuses. Dont on va parler tout à l'heure, puisque Keanu Reeves. Ah oui, bien sûr. De triste mémoire, oui, il joue dedans, oui. Oh, vous êtes méchant. On est presque gentil pour lui. Et puis, je suis allé voir le dernier film des Frères Dardenne, Jeune mère, donc consacré à 4 parcours de mère adolescente en Belgique. Et j'avoue que j'ai été assez séduit par la proposition. C'est filmé avec justesse. Certes, c'est pas très joyeux, mais c'est très optimiste. Alors que bon, c'est des parcours très difficiles, mais le film vraiment ne va pas appesantir, tomber dans le misérabiliste. Je trouve que c'est très bienvenu. Et puis il y a des belles séquences d'émotions. Les 4 jeunes actrices sont très 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 impressionnantes dans leur jeu. Franchement, c'est un très bon cru d'Ardennes. Si vous avez envie de vous y plonger, foncez. C'est du très bon. Voilà. J'aurais pas grand chose de plus à dire, mais ils font toujours des trucs sociaux comme ça. C'est intéressant. Pour le coup, j'ai pas vu beaucoup de films sur des mères adolescentes. Il y a pas mal de réalisateurs un peu dans chaque pays qui sont un peu portés là-dessus. Il y a Ken Loach qu'on connaît bien en Angleterre. Ah si, c'est génial. En fait, quelle horreur. En fait, Full Monty, c'était excellent. Oui. C'est un film social. Full Monty. Bien sûr, c'est sur les chômeurs.
Ah bah c'est le seul que j'ai pas vu alors. D'accord. Et puis c'est très drôle. Ça c'est pour le coup c'est très enlevé parce que les British ont quand même un humour très très particulier que moi j'aime bien. Alors je sais pas. Ah oui, non mais oui. Pour moi tout dépend du sujet. Il y a des sujets forcément voilà. Non mais même. Mais c'est la meilleure façon d'ailleurs de dénoncer ou de parler de certains sujets un peu douloureux. En plus. Les Dardennes. Alors c'est arrivé que pour moi je trouvais que ça tombait dans le misérabilisme et que c'était mauvais pour les Dardennes. Des fois ça m'est arrivé de ressentir ça. Mais là dans ce cas-là on a vraiment l'impression que c'est un film, mais on a l'impression qu'ils ont juste posé les caméras et que c'était un documentaire. D'accord, ouais, ça fait un peu... Et alors même si c'est joué et tout ça, mais ça fait réaliste. Ça fait pas rajouter, exagérer, loin de là. Et c'est ce que je pense c'est le plus beau compliment qu'on peut leur faire, c'est que ça sonne vrai, ça sonne juste. Voilà. Billy Elliot, c'était de qui Billy Elliot, c'était pas de Stephen Frears. Peut-être ça dépend lequel. Ça, ouais. C'est le danseur, le jeune. Non, mais oui, mais avec. Il y a eu plusieurs versions. Celui avec Jamie Bell. Voilà. C'est Stephen Daldry. Stephen Daldry. Ouais, tu fais genre comme si tu savais qui c'était. Si. Ah bon Stephen Daldry, il a fait. Je vais trouver ce qu'il a fait. Oui. Stephen Daldry, il a fait de très bons films que j'adore. The Reader, oui. Voilà, The Reader. Et extrêmement fort et incroyablement près que j'ai parlé la semaine dernière. Voilà. Et puis, côté conseil télé, mon cher Vincent. Conseil télé. Un petit film. Je rappelle simplement que vendredi 6 juin, sur M6, il y a Dead Reckoning, le premier donc de James Bond. De Mission Impossible. Le premier, oui, de Mission Impossible. Merci, excusez-moi. Le premier de. Merci à Bob Moran. donc, dont la suite sort au cinéma. Donc, si vous aviez raté, voilà, ça c'est plutôt intéressant. Et puis, dans la continuité, il y a Mission Impossible, Fallout. Toujours de Christopher McQuarrie, qui était sorti en 2018. Voilà. Ouais. Et donc, moi, mon choix s'est porté pour un film qui est assez iconique, on va dire. C'est Barry Lyndon de Stanley Kubrick, qui est sorti en 1975, qui sortira dimanche 8 juin sur Arte à 21h, qui est un film, qui est un des 13 films que Stanley Kubrick avait réalisé et qui a beaucoup de choses intéressantes. Et moi, ce que j'aime bien dans Stanley Kubrick, c'est qu'il y a un côté qui est pas très compassionnel, et c'est le moins qu'on puisse dire à l'égard de ses personnages. Qui a un cynisme assez réaliste, et je veux dire, ça tombe pas dans la caricature du tout est bien qui finit bien, loin de là. C'est une ordure, oui. Mais c'est la vie, hein. Un opportuniste. Tu vois, Full Metal Jacket, c'est un peu pareil. C'est pas la gloire de l'armée américaine et puis de ce qui s'y déroule, hein, parce que franchement, portrait de l'opportunisme. Voilà. Ouais, même si Full Metal Jacket, on arrive à en prendre en pitié quand même. Voilà. Alors là, Barry Lyndon, ça se déroule en Irlande au XVIIIe siècle, et c'est le destin d'un jeune intrigant sans le sou, et qui se déroule dans la fastueuse société anglaise. Puis c'est son ascension sociale. Il épouse une lady qui lui apporte une fortune considérable, qui lui donnera un fils, et puis jusqu'à sa déchéance finale. Et c'est sous le règne de George III. Et voilà. Donc, ce qui est assez marquant, c'est le fait que ce film-là est réalisé sous une lumière naturelle et des décors d'époque. Et donc, il s'est engagé, d'ailleurs, il s'était documenté pour pouvoir réaliser ça déjà pour un précédent film, mais je ne me rappelle plus lequel. Et donc là, il l'a réalisé en faisant simplement avec la clarté des bougies et tout, et ce qui est quand même un deal assez considérable, et qui donne franchement un certain aspect plus authentique peut-être à ce film. C'est des tableaux, ça fait très tableau Renaissance. C'est son Napoléon qu'il a abandonné, je pense que les recherches qu'il avait dû faire. Voilà, c'est ça, exact. Alors après, pour filmer à la bougie comme ça, il a demandé la création d'une lentille spéciale à la NASA, si je dis pas de conneries. Oui, il avait demandé. Il a dû s'adapter. Pour avoir une ouverture vraiment maximale et avoir... mais il connaissait la NASA en plus, c'est pratique. Ce souci puriste chez lui, d'ailleurs, il a vraiment touché à tous les genres. Hein, ce que j'aime, moi, surtout... incroyable, hein. C'est que il y avait des plans, je pense notamment à celle où tu as Lady Lyndon qui est dans son bain
C'est Marisa Berenson, peut-être, c'est ça. Non, mais elle est dans son bain. Alors, je sais plus à quel tableau ça fait penser, mais on dirait vraiment un tableau de peinture à l'huile où elle est dépitée, tout ça, comme ça. Mais même quand ils sont toute la famille réunis dans une pièce, ça fait. Ah oui, Moi, pour moi, c'est mon préféré, du moins. Je sais pas si c'est son plus grand, mais ça a toujours été mon préféré. Je m'ennuie pas devant ce film, bizarrement. Non, donc il y a la voix off de Ryan O'Neal. Non, c'est pas Ryan O'Neal. Non, mais en français, c'est comment il s'appelle l'acteur, enfin celui qui faisait les nécros d'ailleurs de toutes les personnalités. Je sais pas. Ça va me revenir. Je vais te le trouver. Et le seul regret, c'est un film quand même qui a eu 7 nominations aux Oscars et 4 récompenses quand même si ça a quand même été à sa sortie un échec commercial dans les pays anglophones. Voilà. Le gros regret que j'ai, c'est qu'en fait, c'est pas à cause de ce film, mais qu'on n'ait pas eu en fait son Napoléon. Quand je vois ce film-là, je me dis qu'on aurait pu avoir un très grand film. Ouais, à mon avis, il aurait fait quelque chose de pas mal. Ouais. Et les musiques d'époque, donc aussi, qui sont à noter, parce que c'est vraiment il a Jean-Claude Brialy. Voilà, Jean-Claude Brialy. Ah oui, c'est la Scarab. Non, et en fait, du coup, ça plombe pas du tout le truc parce qu'il y a un ton un peu comme ça littéraire qui en parle et on suit ce destin un petit peu controversé de ce jeune intrigant. Il s'appelle Redmond Barry et devient Barry Lyndon. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est Ryan O'Neal qui l'interprète. Il y a Marisa Berenson. L'un de ses rares bons rôles. Voilà, et puis en fait ça devait être Robert Redford qui devait jouer ce rôle-là a priori. Ah, ça aurait été pas mal. Et en fait il a décliné le truc pour autre chose. La tête d'un Irlandais bourrin, tu vois. Ryan O'Neal, tu vois, il fait un peu brut de décor. Il fait plus prolo, tu vois. Je pense qu'on l'aurait plus pris en pitié, Redford. Ryan O'Neal, on l'avait vu dans Love Story, pour ceux qui se souviennent de ce film. Et dans Driver. Ah, peut-être. Ouais, bravo. Donc c'est dimanche 8 juin sur Arte à 21h. Donc Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Un tout petit conseil très rapide. Vu qu'on est dans le Keanu Reeves universe, lundi 9 à 21h10 sur W9 passe Speed, peut-être le meilleur film inspiré par les films d'action Die Hard. C'est simple, je pense que c'est l'un des films d'action les plus efficaces de son époque. Oui. J'ai fait le test avec ma femme. Le film avait à peine commencé, le bus arrivait. Elle dit c'est quoi ce truc? Elle s'est assise, elle l'avait jamais vu, elle est restée jusqu'au bout. Elle l'a scotché. Elle dit mais c'est bien, le rythme il est très bien. Et pourtant on en parlera après parce que le bus n'arrive pas tout de suite. Il y a quand même cette longue séquence de l'ascenseur au début qui. Je veux dire, je crois qu'elle a dû arriver au moment où il saute de sa voiture dans le bus. Elle dit je regarde 10 minutes et elle est restée jusqu'au bout. Heureusement qu'il arrive quand même parce que sinon il n'y aura pas eu de film le bus. Oui, en tout cas, voilà, vous connaissez le pitch, vous connaissez le film. À revoir sans hésiter, c'est un immanquable des films d'action. D'ailleurs, si je me suis laissé dire en faisant un peu des recherches sur Keanu Reeves que pour ce film-là, justement, ça ressemblait tellement trop à Die Hard qu'il avait refusé dans un premier temps et qu'ils ont modifié vraiment pour que ça prenne une forme un peu plus authentique et un peu plus originale que Die Hard. Oui, il a eu le pif pour certains trucs, mais on va y venir très prochainement. Oui, tout à fait. Écoutez, on va faire une deuxième pause musicale et vu que nous allons parler de Keanu Reeves en focus, on va s'écouter Spy Break de Purple Heads et c'est tiré du film Matrix, bien évidemment. Et on revient tout de suite après. La radio locale pour vous, c'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications Radio Grand Lac. Je suis toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Salut à vous. Je suis toujours là. Salut à toutes et à tous. Et nous allons terminer l'émission de ce soir par un focus sur l'acteur Keanu Reeves, acteur américain. Sino-américain, il me semble. Non, il est canadien. Non, il est canadien. Il est canadien, ouais. Canadien. Il est né à Beyrouth, quand même. Oui, voilà. Les indices s'éparpillent. Mais il est très très métissé, autant par son père que par sa mère. C'est vrai. Et du coup, Keanu Reeves, c'est un acteur qu'on apprécie, qui a commencé sa carrière très 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 jeune, à 9 ans. Il est déjà monté sur les planches, il a fait du Roméo et Juliette. On peut que l'aimer, cet homme-là, quelque part. Il a la carrière typique, tu vois, en plus,
se destinait à une carrière de sportif, mais une blessure au genou l'empêcha. Non, mais lui, c'est vraiment ça. Puis à chaque tournant de sa vie, en plus de ça. Hein. C'est après que c'est plus sur la vie privée qu'il y a vraiment des drames personnels. Bon, sa sœur a été atteinte d'une leucémie et ça a beaucoup marqué son enfance. On en parlera au moment où... Il y a aussi le fait qu'il a perdu sa compagne qui avaient même perdu leur enfant au départ. Et voilà. En plus. Donc c'est une vie très, si je peux me permettre avant de commencer, parce que parmi toutes les phrases, parce qu'il a dit des choses qui étaient assez intéressantes du fait de son parcours personnel, et il y a une phrase qui avait retenu mon attention, et il avait dit: chaque combat dans votre vie a fini par faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Soyez reconnaissant des moments difficiles, ils ne font que vous rendre plus fort. Oui, c'est toute la philosophie. Je l'ai vu en interview. En fait, il y avait je sais plus qui lui disait c'est pas grave, on sauve pas des vies quand on est sur un plateau de cinéma. Et lui disait non, on sauve des vies parce qu'il y a des gens qui se raccrochent à nos films et à qui on donne la force de continuer, ce genre de choses. Oui, il est assez il a une force d'âme et une beauté d'âme, cet homme qui force l'admiration. On espère. Oui. Moi, je pense que oui, parce que là, il y a quand même un sacré paquet d'anecdotes à son sujet. Il peut aller dans la rue et discuter, manger avec des SDF. Puis on voit bien. Il fait des cadeaux à ses équipes. C'est pas quelqu'un qui se la raconte. Il avait partagé, il avait eu le plus gros cachet. Je crois que c'est encore un des plus gros cachets de l'histoire des acteurs pour les 2 films Matrix 2 et 3. Je crois qu'il en a donné, je sais plus combien, aux équipes techniques. Oui. Impressionnant. Ouais, c'était assez impressionnant. Ouais. Et puis donc du coup, il a commencé sa carrière. On va dire que le premier vrai essor était à la fin des années 80. Alors on peut noter Youngblood avec Patrick Swayze et Rob Lowe, ce qui est amusant parce que lui, il avait un tout petit rôle dedans et il reverra un peu plus tard Patrick Swayze. On peut surtout noter Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears. Bon, lui n'est pas le meilleur dedans, on va pas se mentir. C'est la sale époque, moi je trouve. Il n'a pas la dimension suffisante. Je suis assez d'accord avec lui. Mais après, il est assez convaincant pour être le jeune premier naïf. Il a la gueule de l'emploi, je suis entièrement d'accord, mais le jeu, ça va pas. En fait, le problème, c'est que... Alors moi, pour le coup, j'ai pu enfin revoir en complet Les Liaisons dangereuses, que j'avais vu les 3/4. Et en fait, quand t'es à côté de Glenn Close et John Malkovich, en fait, c'est compose. Mais je pense qu'on est peut-être dans le top 10 des meilleurs films d'acting. Pur et dur. Mais tu vois, par exemple, ce que je suis en train de faire un parallèle, c'est qu'en fait, il est tellement en surjeu et pas bon dans celui-là, qu'après, je suis en train de comprendre que dans ses autres rôles, il est réduit la voilure drastiquement, à tel point que maintenant, on dit qu'il est un peu monocorde. Et je me demande, si c'est pas toutes ces années qu'il fait, il s'est dit, il faut réduire un petit peu, tu vois, et... C'est possible. Il a ensuite fait les 2 comédies Bill et Ted. J'ai pas eu le temps de les rattraper, mais je compte le faire. Je l'ai pas. Ça a l'air très drôle. Je sens que c'est pas ma cam, mais je tenterai quand même au cas où. Et puis par contre, là, au début des années 90, c'est l'essor avec Patrick Swayze pour le film Point Break, réalisé par Catherine Bigelow, un film qui nous apprécions tous les 3. Oui. Et c'est là où on entend la phrase « Je suis le roi du monde ». C'est lui qui l'a dit en plus. Et oui, avant DiCaprio. Avant DiCaprio, oui. Non, mais ça, c'est véridique. Faut rendre à César ce qui appartient à Keanu Reeves. Mais le long métrage est culte. Le long métrage est culte, je trouve qu'il fonctionne admirablement. Et il s'en sort bien là, il a vraiment la tête du jeune premier. Ouais. Il tient la dragée haute quand même à Patrick Swayze qui trouve un très bon rôle. Par contre, très charismatique. Il compose vraiment bien dedans. Il lui vole un peu la vedette. C'est original. Mais il tient bien c'est original dans les scènes d'action. C'est bien. Et on va dire que ça a été tellement décliné depuis ce scénario que. Le problème, c'est qu'on a vu 150 000 Point Break après. Mais. Puis même dans la parodie d'ailleurs, ils ont fait pas mal de parodies. Fast and Furious est un Point Break, clairement. Quand on voit l'archétype, c'est un flic infiltré, qui va devenir ami. Les flics infiltrés, il y en a eu avant, il y en a eu après. Oui, mais tu sais, avec ce rapprochement amitié, tout ça. Non, c'est plutôt aussi dans un sport un peu extrême. Oui, en plus c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Plus dans ce style-là, parce qu'après c'est sur les Fast and Furious, c'est les rodéos. On a eu je sais plus quoi. Enfin bon, bref. Voilà. Dans l'univers mécanique. Mais dans des flics infiltrés, oui, je suis bien d'accord. Comme disait une grande critique, encore ça décoiffe. Donc ça, c'était en 91. C'est chaud. C'était au début des années 90. Ensuite, il va enchaîner avec du cinéma plus indépendant avec Gus Van Sant et sa rencontre avec River Phoenix, qui va rester un grand ami jusqu'au meilleur ami, qui considère presque comme son frère. Comme son frère, jusqu'au décès de celui-ci, hélas prématurément des suites d'une overdose. Et donc, ils ont joué ensemble pour My Own Private Idaho, qui est un film que j'ai découvert la semaine dernière. Pas vu.
et qui, je dois avouer, ne m'a pas vraiment convaincu. Ouais. En fait, le film prend énormément de temps à savoir ce qu'il veut faire. Il y a un moment une quête intéressante, puisque le personnage principal, c'est vraiment River Phoenix. Il y a cette quête de retrouver la mère disparue, tout ça. Là, le film devient vraiment prenant. Mais voilà. Il a pris des risques parce que je crois que c'est une histoire un peu homosexuelle, non? C'est pas qu'un peu. C'est pas qu'un peu. Et donc d'ailleurs, il plane sur. Il a toujours plané sur. Et il plane aussi. Comme il est extrêmement discret sur sa vie privée, ce qui est formidable. On sait pas trop en fait, mais on s'en fout. Hein, je dirais. Par contre, on connaît sa compagne maintenant, Keanu Reeves. Il l'a montré plusieurs fois, mais charmante d'ailleurs. Très charmante, très classe. Oui. Très classe. Ouais. Alors, on l'imaginerait, tu vois, avec une femme peut-être plus jeune ou quelque chose comme ça, mais alors que non. Alors, quand tu vois les deux, tu t'imagines à la maison, ça doit être chérie, encore un peu de vin rouge. Pas sûr. Il a pris, il commence à faire son âge. C'est dans les vieux pots qu'on fait les... il a lutté plusieurs années, mais là, il commence à faire son âge. Et puis après, donc, Marion Pugliese, il n'arrête plus avec des grands réalisateurs. Francis Ford Coppola pour Dracula. Bon, certes, c'est pas le rôle le plus marquant. Mais ça correspond à Jonathan Harker. J'y ai repensé à ce que tu me disais. C'est vrai. C'est vrai. Kenneth Branagh pour Beaucoup de bruit pour rien. Que j'avais vu il y a très longtemps, mais je me souviens plus très bien. J'aimerais bien le revoir. Là, il collabore quand même avec Emma Thompson, Denzel Washington. Ouais, tout à fait. Et puis Bernardo Bertolucci pour Little Buddha. Qui est un film que je n'ai pas vu mais qui m'intrigue. Et puis là en 94, c'est le retour dans le cinéma de l'action avec Speed. Et là où il va rencontrer Sandra Bullock. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils étaient tous les deux amoureux l'un de l'autre, mais qu'ils ne se sont pas avoués à l'époque. Et du coup, l'histoire n'a jamais eu lieu. Ouais, parce que ça devait pas se faire. Et puis c'est tout. Et puis ça sera sur Speed 3. Il a prouvé qu'il était très proche de toutes ses partenaires. Comme Winona Ryder, qui s'entend très bien. Ouais, avec beaucoup d'amitié, voilà, quelque chose qui doit toucher d'ailleurs les femmes sûrement, mais il fait pas, il fait rien, je pense, une sincérité. Par contre, après, c'est la dégringolade. Il enchaîne Les Vendanges de Feu, qui est l'une des affiches les plus. Je viens de regarder, c'est horrible. C'est affreux. T'as déjà vu? Non, mais j'ai vu l'affiche. Oui, il paraît que c'est pas mal, c'est pas terrible. Ah, ça a l'air nul. Yesh, comme on dit. Le thriller d'action Poursuite avec Morgan Freeman, qui est nul. Alors ça, pour le coup, je l'ai vu et c'est. Mais c'est là où il est sur une moto, où il gueule. Là, oui, et puis il y a une grosse explosion derrière, pas vu non plus. Qui maintenant est dégueulasse. Ouais. On a ensuite Johnny Mnemonic, qui certes est un film important pour le côté cyberpunk, et puis qui a quand même Takeshi Kitano, mais le film est pas terrible, hein, vraiment. Je trouve que ça ne marche pas. Et puis il a refusé Speed 2 pour par contre faire un film de bien meilleure qualité avec Al Pacino réalisé par Taylor Hackford. C'est L'Associé du Diable. Très bien, lui en a pris, oui. Moi j'ai bien aimé ce film. Franchement, c'était sympa. Et d'ailleurs, encore une autre partenaire, et non des moindres, c'est Charlize Theron. Qui va collaborer plusieurs fois avec elle. Et à qui on leur a prêté une liaison, mais en fait, qui a été démentie d'ailleurs par la suite. Parce qu'ils rejoueront ensemble au début des années 2000 dans un film qui s'appelle Sweet November, qui est une comédie dramatique sur une romance avec une maladie. Bon, c'est un genre un peu éculé, mais le film est plutôt beau, marche bien, et forcément vous allez chialer parce qu'ils mettent du Enya Only Time, donc c'est facile. Voilà. Et puis il faut quand même savoir, et ça je ne savais pas, c'est qu'il avait refusé le rôle qui était ensuite dévolu à Val Kilmer pour Hit. Oui. Ah, ça j'ai. Pour finalement jouer Hamlet. Alors je sais pas si là il a eu le nez creux là. C'est tout à son honneur parce qu'il a fait ce qu'il voulait. Hamlet de Mel Gibson? Non, Hamlet. Au théâtre directement. Hein. Pas omelette, Hamlet. Oui, mais ça aurait été encore moins bien. Là, on aurait vraiment dit tu t'es foiré. De William Shakespeare. C'est Kenneth Branagh. Je vous prie. Non, c'est Othello qui il avait fait avec Gibson. Non, mais c'est que Gibson a joué Hamlet pour Kenneth Branagh. C'est pas ça plutôt? Non, je crois pas. Déjà, Kenneth Branagh, il a beaucoup adapté du Shakespeare dans ses films. Parce que beaucoup de bruit pour rien, c'était déjà de Shakespeare, entre parenthèses. Et puis, en 99, un film que personne n'a vu, pas tellement révolutionnaire, qui vraiment n'est pas trop extraordinaire. Oui, c'est vrai. C'est ça va marquer les esprits. Pas du tout. Oui. Voilà, c'était un peu néo quand même dans la conception. C'est néo, et puis alors, bon là on peut dire que c'est ultra culte, que tout le monde, même si vous l'avez vu qu'une seule fois, tout le monde a un plan en tête de Matrix qui lui a marqué, parce que c'était le précurseur de ces films avec des ralentis vraiment impressionnants.
qui a changé la face du cinéma, mais aussi la face du jeu vidéo, aussi on pourrait le dire. Oui. Ça a eu des retentissements dans Max Payne, par exemple. Oui, mais ça a eu des retentissements partout, dans toute la pop culture. Il y a eu 4 Oscars quand même, je crois, il me semble. Oui. Alors hélas, seulement en grande partie technique. Voilà. Lui, il a rien eu. Après, non. Mais voilà, ça a engrangé plus de, je sais pas, 94 millions de dollars, je crois, un truc comme ça. Enfin, une somme très, 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 très importante. À l'époque, oui. Voilà. Maintenant, on s'en rirait. Bien sûr. Mais surtout qu'en fait, c'était pas le choix principal. Hein. Oui, je crois qu'il arrive vraiment en queue de. C'était Will Smith qui était prévu. Je crois qu'il y avait Will Smith et Brad Pitt. En fait, Will Smith, j'ai vu effectivement qu'il avait refusé le rôle, mais pour des bonnes raisons, en disant, finalement, quand il regarde le film, il dit, en fait, il a apporté plus de choses que moi j'en aurais apporté, et il se voyait pas dedans, il se voyait pas dans ce rôle-là, et assez humblement, il a décliné la proposition. Moi, je trouve que ça lui correspond parfaitement, même à son caractère dans la vie normale. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il enchaînera au début des années 2000 avec les 2 suites, donc Matrix Reloaded, Matrix Revolution, un peu en deçà, quand même, du premier film. Pour moi, non. Pour toi, c'est... on est dans il y a une des meilleures actions, une scène d'action de tous les temps, je pense, dans le 2. L'autoroute, bien sûr. Du moment qu'ils sont dans le château, jusqu'à la fin. J'ai vu qu'ils avaient mis plusieurs années à faire cette scène-là. Oui. C'est hallucinant. C'est avec un staff de cascadeurs incroyable. Enfin bon, bref, c'était une scène mémorable qui dure 14 minutes, je crois. Mais ils ont mis plusieurs années pour faire ne serait-ce que cette scène-là. Donc c'est assez étonnant. Moi, j'arrive pas à prendre maintenant Matrix. À la rigueur, je peux virer le 4 si tu veux, mais je suis obligé de prendre les 3 dans son intégralité. Pour moi, c'est... Ah ouais. Il faut peut-être rappeler ce que tu dis au début, c'est à ce moment-là qu'il a eu les épreuves assez difficiles dans sa vie, notamment de perdre il y avait sa sœur Kim qui était atteinte de leucémie. Et d'ailleurs, il avait reversé, je crois, 70% de son salaire pour la recherche pour le cancer à cette occasion. Et puis donc Jennifer Sims avec l'enfant mort-né, en plus après l'accident mortel qui survient de sa compagne qui a visiblement pas supporté ça et qui donc l'a quand même fortement impacté dans le jeu de Matrix, parce qu'ils ont, je crois, interrompu pour pouvoir qu'ils se reprennent un peu, parce que ça l'avait fortement affecté, et on peut comprendre. Voilà. Puis après il y a eu la sœur qui décédée en 2001. Ouais, donc alors, ça fait beaucoup d'épreuves. Il a enchaîné vraiment les drames. Ça a été assez douloureux. Et il s'est finalement, il s'est un peu replongé dans le cinéma pour surmonter tout cela. On peut noter Constantine, l'adaptation de... parce que vite fait, je glisse, The Watcher, c'est pas sa meilleure période. Il joue un tueur en série, je crois qu'il était engagé sur le projet, c'est nul. Intuition, peut-être c'est nul. Enfin, voilà. Les prémices de John Wick, peut-être un petit peu. Non, c'est nul. C'est tout. Tout peut arriver, je l'ai vu, c'était pas mal. Et Tout peut arriver, c'était très drôle, avec Jack Nicholson et Diane Keaton. C'est très très drôle. Constantine, ça a gagné ses lettres de noblesse. Au fur et à mesure. Parce que moi, je l'avais vu au cinéma, j'avais trouvé ça génial. Et c'est pas mal, il y avait des retours assez désastreux, je trouve. Ouais, mais je pense que c'était pas la bonne période. Il serait sorti 5-10 ans après, il aurait été... Mais en fait, d'une manière générale, les gens l'aiment bien, mais l'univers du cinéma en tant que tel ne l'apprécie guère, parce qu'il joue pas le jeu commercialement parlant, je pense. C'est-à-dire il est pas... Mais il fait des choix un peu à contre-courant. Ouais, et puis... lui, tu veux dire? Oui, Keanu Reeves, ouais. Et souvent, il a eu des critiques détestables du monde du cinéma, enfin de l'industrie cinématographique. Mais il a toujours eu l'engouement des gens qui l'ont suivi, parce qu'il est lui-même et puis qu'il est authentique. En même temps, sur pas mal de trucs, il est critiquable en termes de jeu d'acteur. C'est vrai que finalement, le seul film qui retrouvera ses lettres de noblesse dans les années 2000, c'est Scanner Darkly, donc qui est un film en rotoscopie, réalisé par Richard Linklater. Et puis par contre, après, il enchaîne Au bout de la nuit, réalisé par David Ayer. Il enchaîne Le jour où la Terre s'arrêta. Et ce sont 2 films qui sont des flops monumentaux. Le jour où la Terre s'arrêta, c'était pas bien. Alors j'ai pas vu. Je t'avoue qu'à l'époque ça me donnait pas envie. Une sorte de néo en sous-jeu, c'est une catastrophe. Ouais. Et puis après, donc il y a une longue traversée du désert avant de revenir au début des années 2010 avec une première réalisation, Man of Tai Chi. Et
puisqu'il a découvert, il a été passionné d'arts martiaux grâce à l'univers de Matrix. J'avais bien aimé ce film. Il s'accorde pas le meilleur rôle, parce que c'est un rôle très antipathique qu'il a dans le film, mais franchement, j'ai bien aimé, moi. Et 47 Ronin, vous l'avez vu? Oui, oui. Non. Pas moi. Moi, je l'ai vu et j'ai trouvé ça. C'est un film fantasy un peu. Tu vois, ça mélange les arts martiaux. Il y a beaucoup d'effets spéciaux. C'est très beau le mot que t'as dit. Parce que t'as pas dit fantastique, t'as dit fantasy. Fantasy, oui. Bravo. C'est le monde de fantasy. Et avec le côté honorifique des samouraïs. Ronin, comme on le sait, il y avait eu un film avec Robert De Niro d'ailleurs à ce titre-là. Et Jean Reno, ouais. C'est un samouraï déchu qui a plus de maîtres. Voilà, c'est ça en gros. Et là, c'est 47 Ronins qui se battent en fait pour retrouver l'honneur perdu. C'est une vraie légende, tout à fait. Et puis en 2014, un film que tu as vu, Vincent, réalisé par Eli Roth, habitué au film d'horreur cracra, c'est Knock Knock. Knock Knock. Alors c'est étonnant parce que on ne se doute pas du tout de l'évolution du film. Et quand ça arrive, on se dit non, c'est pas possible. Et puis t'as du mal quand même à mettre Keanu Reeves dans ce genre de rôle, parce qu'il est trop propre, il est trop bon, je dirais, quelque part, et il a un côté quand même un peu décalé, et il se fait un peu avoir aussi, il se fait un peu vamper par les deux nanas qui le chope chez lui, mais bon, en l'absence de sa femme, mais je vais pas tout dévoiler, mais ça se termine, c'est assez croquignolesque quand même. D'accord, c'est la première fois qu'il collabore avec Ana de Armas, d'ailleurs. Oui. Et puis après, c'est l'arrivée de sa nouvelle grande saga, John Wick, succès surprise, grand comeback. Ouais, il a pas. En fait, tu te rends compte que John Wick, c'est pas non plus des explosions au terme de box-office. Mais c'est juste que c'est arrivé à un moment où on dit mais c'est génial. En fait, l'affiche était pas top du premier. Non. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est les cascadeurs en gros de Matrix qui se sont lancés dans la réalisation. Chad Stahelski, coordinateur des cascades. Ils sont les deux. Et David Leitch sur le premier. Ouais. Après, ils se sont séparés et qui ont fait cet excellent film, très bourrin. Vraiment, si vous aimez le style, vous ne serez jamais déçu par un John Wick. Tout à fait. John Wick 1, John Wick 2, John Wick 3, John Wick 4, on en a parlé un petit peu. Je vais le découvrir parce que je ne les connais pas. Voilà. Franchement, ça m'étonnerait que tu t'arrêtes à la fin du film et tu te dises j'ai pas envie sachant que tu sais qu'il y a une suite, tu vas faire je vais quand même me regarder, je pense. Oui. Donc, comme on en parlait un peu en off, il y a un côté un peu encore plus trépidant qu'il peut y avoir dans Equalizer. Largement. Oui, tout à fait. Et puis on peut noter sa présence quand même dans The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Petite apparition à contre-emploi, type de Knock Knock, tu vois, ça doit être sa période où il s'est dit je vais tenter 2-3 trucs. On peut noter aussi qu'il a récemment donné sa voix à comment il s'appelle, le cascadeur canadien de Toy Story 4, qui est un très 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 grand succès. Et puis il a retrouvé le rôle de Neo pour Matrix Résurrection. J'adore. En 2021. Je sais que notre ami Kevin ne l'aime pas. Disons que j'aime beaucoup la première partie, la deuxième partie m'indiffère. Voilà. Moi, je trouve très très bon. Mais par contre, je suis assez quand même client du message. Je trouve ça. Tu préfères le 4 ou le 3 ? Je crois que je préfère le 4. D'accord. Bon, je ne vais pas jurer en plein direct, mais tu m'as compris. Parce que sachez, mesdames et messieurs, que c'est un sujet de discorde récurrent entre nous. Je ne sais pas pourquoi le 3 ne marche pas sur moi. Mais on va le regarder ensemble. Et puis D'accord. Il va me foutre des claques d'ailleurs que je vais dire mais c'est pas terrible. Et puis voilà, grand retour également pour le personnage de John Wick qui revient dans Ballerina, qui est donc un midquel qui s'insère entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et puis il devrait retrouver le cinéma aussi très bientôt avec le nouveau film de Ruben Östlund, celui qui avait eu la Palme d'Or avec Sans filtre il y a 3 ans. 3 ans déjà. Oui. Donc voilà, dans un film qui s'appellera The Entertainment System is Down. Et je crois qu'il y a une comédie avec Riz Ahmed ou quelque chose comme ça aussi. Oui, réalisé par avec Seth Rogen. Oui, ça j'attends. Il a l'air de jouer le débile. Good Fortune. Ah, j'attends. Où il joue un ange. Ah, mais c'est ce que tu m'avais envoyé comme bande-annonce. Il joue un ange. Ah, ça j'y vais tout de suite. En fait, c'est un ange qui est normalement habitué à conseiller aux gens de ne pas regarder leur téléphone pendant qu'ils conduisent. Et en fait, on va lui donner une mission de plus grande ampleur. Et enfin voilà, ça a l'air d'être très loufoque. Ça, je suis client.
Enfin voilà, donc on a voulu rendre hommage à la carrière de Keanu C'est pas Reeves. le meilleur acteur, mais il y a quelque chose qui est prenant chez lui. Et, qui est il y a une attachant. profonde sympathie. Il est très attachant et très émouvant cet homme-là, je trouve. Oui, indéniablement. Et puis on n'a pas parlé non plus de sa passion pour la moto, le rock, la moto. Ah oui, c'est un excellent. J'ai regardé un peu comme ça. C'est Dogstar, le groupe dans lequel il a officié. Il est revenu d'ailleurs un peu plus tard, je crois. Je crois qu'il aime bien le jeu vidéo aussi. Ah bah pour qu'il soit dans Cyberpunk, je pense qu'il est un peu trempé dedans. Ouais. Eh ben voilà, écoutez messieurs, c'est tout pour l'émission de ce soir. Côté la programmation radio demain, on en a 4 des émissions. On a Comment ça va présenté par Bruno de 11h à 11h45, le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30, l'émission Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h, et on termine par l'émission Eurohit présentée par Sébastien de 20h à 21h. Nous on va se quitter sur Plastic Heart de Siskandra Nostalgia, qui est donc du film John Wick 2, qui en fait reprenait la musique de John Wick, mais cette fois-ci avec des paroles. C'est une musique qui est bien efficace. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et surtout allez au cinéma. Ciao, ciao. Bonne soirée.